Alors, sur la fin du courage, j'avais joué tout de même de l'homophonie, si j'ose dire, dans le sens où la finalité. Et puis, il y a un sous-titre qui s'appelle « Reconquête d'une vertu démocratique ». Mais effectivement, l'expérience du courage, on l'a fait souvent par le découragement, si j'ose dire, par cette épreuve à un moment donné où on perd le courage. Donc, et ça, je crois que chacun d'entre nous, dans nos vies, on perd le courage. Et mon enjeu, c'était de montrer, si vous voulez, que le courage était un outil de protection du sujet. Alors que généralement, on faisait du courage quelque chose qui vous met en danger, ce qui n'est pas nécessairement faux, mais sur le long terme, le prix du manque de courage est bien plus cher à payer pour le sujet que le prix du courage. Donc mon travail, c'était à la fois en philosophie politique de me réinscrire dans une histoire philosophique qui s'est toujours interrogée sur les piliers de la République. Aujourd'hui, on appelle ça la régulation. Chez Robespierre, vous ne trouvez pas le terme de régulation. Mais il pose la question, comment tient la République ? Les révolutionnaires ont considéré que, les révolutionnaires et pas que les révolutionnaires, les républicains ont considéré que l'exercice de régulation, c'est la vertu. Et je dis juste un point sur cette question de vertu, parce que ce n'est pas du tout la vertu au sens rigoriste du terme. Ça l'est devenu, peut-être par la suite. Mais dans un premier temps, c'était un geste révolutionnaire essentiel de dire « dorénavant, la vertu est du côté du peuple ». Ça, c'était indépassable. C'est-à-dire que... Elle n'était plus du côté des élites, donc. En tout cas, les élites viendraient du peuple. Je vous rappelle juste que Robespierre dit, voilà, la révolution, c'est un principe, on va dire, de substitution. On substitue à la petitesse des grands la grandeur de l'homme. Bon. Donc, les élites, vous savez que nous avons une république très élitiste, mais elle considère, d'une certaine manière, que les élites doivent venir du peuple. Bon, depuis, on a... Effectivement, il y a eu quelques petits soucis. Mais bon, ça se retravaille, si j'ose dire. Mais de croire que les citoyens, le nouvel élu, si j'ose dire, et le citoyen, c'est véritablement un geste révolutionnaire. Donc cette question, elle est essentielle. Et la tradition libérale, par la suite, a plutôt opté pour une sorte de déclassement. Hein, vous prenez Tocqueville, doctrine peu haute, mais sûre, on va organiser la société autour de l'intérêt. Puis, moi, non pas que je me compare à Robespierre ou à Tocqueville, mais on va dire que dans un acte 3 de fondation de réflexion autour de la démocratie, je me suis demandé si le courage, d'une certaine manière, avait l'exigence de la vertu, sans en avoir le caractère mortifère, puisqu'on connaît notre histoire, et en même temps l'efficace de l'intérêt sans en avoir ses dérives. Donc l'enjeu, c'était est-ce que le courage est un outil de régulation? Est-ce que nous nous sommes dessaisis collectivement de cette question pour les meilleures raisons du monde? Je rejoins Jean-François, c'est-à-dire, en gros, vous avez deux grands simulacres. Premier simulacre, le système. Je ne peux rien faire, le système, il a 1000 noms. La mondialisation. Moi, je suis enseignant-chercheur, alors on va dire le ministère, l'université, chacun a son système à soi, où précisément la bureaucratie est tellement forte, à quoi bon? Hein, ce caractère inéluctable, et là vous avez tous les aquabonistes, etc., qui se prennent là-dedans. Donc premier simulacre, le système. Deuxième simulacre, plus pernicieux, l'état de droit, en dernière instance, la démocratie, c'est du statu quo. Donc ça marche presque tout seul. Il y a eu ce rêve d'ailleurs d'une démocratie libérale automatique. Or, on se rend compte qu'à partir du moment où on confie à l'automatisme de la démocratie le soin de défendre la liberté, l'égalité, la fraternité, pour ne citer que notre fronton républicain, on va dans le mur. Hein. Je dis souvent à mes élèves, pour un tout petit peu les énerver un peu, mais la démocratie, ce ne sont pas des droits. Ils me disent, non. Je dis, la démocratie, ce sont des conditions de possibilité pour avoir des droits. Donc, si vous n'activez pas ces conditions de possibilité, vous n'aurez pas de droit, tout simplement parce que la démocratie reste un régime politique de rapport de force. Et c'était important de remettre cette dynamique profonde. Voilà. Donc, en gros, pourquoi Et puis, en tant que psychanalyste, là, en revanche, je faisais l'épreuve du découragement. Je l'ai dit ce matin, mais il n'y a quasiment plus de névrose en analyse. On va me dire, en quoi est-ce grave? C'est très, très grave dans la mesure où la psychose a remplacé la névrose. Et ça, c'est la psychose ordinaire, c'est-à-dire que nous avons de plus en plus d'individus clivés qui basculent dans un déni, plus ou moins pathologique, et qui passent à côté de leur vie, vous me direz, c'est pas bien grave,
Mais il passe bien évidemment aussi à côté de la dimension publique d'eux-mêmes, qui est de créer une vie en commun. Et ça, je crois que ça nous concerne un petit peu aussi. Alors, vous parlez des citoyens en disant que, effectivement, le courage, il doit appartenir aux citoyens. Est-ce que c'est pas ça, et ça, en démocratie, ça devrait être ça, normalement, le véritable contre-pouvoir? Alors, il y a bien sûr les élections démocratiques, mais il y a aussi l'organisation des citoyens qui devient de plus en plus, on va dire, parallèle. On parle bien sûr des ONG, mais il n'y a pas que ça. Il y a un certain nombre de groupements qui s'organisent pour justement apporter une autre vérité. C'est du courage spontané de la citoyenneté, parce qu'on ne croit plus dans la façon dont la démocratie est organisée aujourd'hui. Il y a plusieurs choses. Je crois qu'on est quand même à un temps assez inédit. Un inédit, si j'ose dire, de la société des individus, parce qu'on n'a jamais été à ce point-là individualiste. Donc ça, c'est certain. Mais ce qui est très intéressant, c'est que commence à se remettre en place une refonte des collectifs. Ce que certains ont pu appeler les communaux, les commons, Creative Commons, Scientific Commons, etc. Tout ce qui concerne l'open data, vous avez tout d'un coup des outils citoyens de régulation qui sont en train de se mettre en place. Alors on se calme, hein. L'usage politique citoyen du net, c'est 2%. Hein. Donc c'est pas non plus... Aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est-à-dire que fondamentalement, la première utilisation de l'Internet est autre chose. Ça perpétue la société du spectacle. Mais à côté de ça, il y a une puissance de masse qui aujourd'hui est celle de l'Internet, qui se met au service d'un autre type effectivement, de canalisation, de délibération. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Est-ce que ce courage-là, il n'est pas quelque part un petit peu anonyme? C'est-à-dire que je me fonds dans la masse pour faire passer mes opinions en collectif et pas forcément de façon, on va dire, individuelle et aussi peut-être violente, que nous l'a expliqué tout à l'heure Brigitte Barjot, en disant je me mets en avant moi. Non, là, c'est des collectifs d'opinion qui existent et qui peuvent faire vaciller, à votre avis, le pouvoir. C'est la nouvelle forme du courage collectif? C'est-à-dire que il y a un paradigme, entre guillemets, délibératif. Tout à l'heure, on demandait si on peut tout dire, si... Bien évidemment que non. Bon, donc, il y a ce qu'on appelle le mainstream, la télévision, des univers plus ou moins ouverts. Bon. Et bien évidemment, lorsque vous allez sur des sujets touchy, et on les connaît, parce que maintenant on n'a plus, ici à cette table en tout cas, on n'a plus 17 ans, donc on les connaît. Le conflit israélo-palestinien, on évite. C'est ça. Bon, généralement, on n'y va pas tout de suite. Bon, les OGM, le nucléaire, les gaz de schiste, en ce moment, ça varie, hein, il y a des modes, hein, bon, il y a des choses, etc. D'une certaine manière, la manif pour tous, ou le mariage pour tous. Moi, j'étais très très naïve parce que je croyais que ça existait déjà, le mariage pour tous. Vous voyez, donc comme quoi je partais de très très loin. Je pensais que les hommes épousaient des femmes, les femmes des hommes, que tout le monde était, non pas content, mais qu'au minimum, le mariage pour tous existait. En fait, non. Mais ce qui est certain, c'est que oui, c'est possible d'en discuter. Mais à ce moment-là, pas partout. Et ça dérange donc? Alors, après, je crois qu'il faut... Voilà, on fait des métiers plus ou moins différents. Moi, je suis enseignant. Une des premières choses que mes élèves de Sciences Po m'ont demandé quand les affaires de mariage pour tous ont commencé, c'est « Madame, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait parler tranquillement de cette histoire-là » Et j'ai dit, on avait un cours... De façon dépassionnée, vous voulez dire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et on avait un cours sur, je ne sais plus... enfin bref, passons. Et j'ai dit, ok, on ne fait pas le cours, on parle de ça. Et tout d'un coup, calmement, on a listé toute cette histoire de qu'est-ce que c'est que le mariage, qu'est-ce que c'est l'invention bourgeoise du mariage d'amour, qu'est-ce que c'est la révolution à l'intérieur du mariage de l'égalité avec la femme, qui est un truc assez nouveau. Hein. Ça n'a pas toujours été le cas quand même. Hein. Donc, bah oui, bon, donc de fait, hein, on voit qu'il y a des évolutions tout de même. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la filiation de la volonté par rapport aux filiations biologiques? Qu'est-ce que c'est que le droit romain? Le droit romain a passé sa vie à faire de la filiation de la volonté. C'est notre histoire. Hein. De mettre un nom sur quelque chose qui n'est pas nécessairement notre enfant. Donc je veux dire, c'est pas nouveau. Là aujourd'hui, le droit romain, il s'ouvre à autre chose parce que tout d'un coup, la filiation de la volonté est peut-être prête à habiller quelque chose qui n'en a pas l'apparence. Ça, c'est assez nouveau. Bon, moi, je crois aux révolutions du symbolique. Donc voilà, je crois qu'en revanche, que quand on utilise la question de la norme, c'est pas inintéressant dans la justice. Donc il faut savoir tout d'un coup
Quand on se sépare de la question de la norme, qu'est-ce qu'on peut y perdre? Donc toutes ces questions, on en a parlé. La question de la mixité, est-ce que c'est intéressant de défendre tout de même une certaine valeur de la mixité, etc., etc., la PMA, la GPA. Donc on a parlé de tout ça. Et les élèves, alors que ce sont des jeunes gens, m'ont dit, mais enfin, merci. Donc c'est bien qu'il y avait un manque. C'est bien que cette question, sur des terrains un tout petit peu plus ouverts, ne pouvait pas. Alors, est-ce que ce n'est pas des débats qui complexifient et qui blessent, parce que c'est des débats qui, simplement, sont à une période charnière de l'évolution de notre société, une société qui évolue en permanence, et qui se recrée peut-être des nouveaux repères et qui casse des repères anciens. Est-ce qu'il n'y a pas un effet bascule? Oui, Je rebondis juste, Cynthia, sur ce que vous dites. Je suis très frappée que dans la paix de votre classe, vous ayez obtenu ce que nous demandions, nous, et qui est très compliqué à avoir sur un plateau de télévision. C'est un débat des passionnés. Oui, mais aujourd'hui, il y a des endroits où on peut le demander, car il n'est pas du tout épuisé, ce débat. Madame Magazinski était ce matin chez Madame Rossignol, et vous voyez bien que donc, on est au cœur du sujet aujourd'hui. Eh bien, par exemple, nous avons des institutions pour mener ces débats. Je pense au Conseil économique, social et environnemental, où on peut mener en citoyen, pas donner. Vous voyez, eh bien, je pense que ça, c'est une demande qu'on peut peut-être formuler tous ensemble. C'est possible, Cynthia, d'avoir des débats apaisés sur des sujets difficiles, vous l'avez dit, touchy, et qui ne soient pas, comme le disait tout à l'heure Jean-François, à la limite caricaturés, blanc ou noir, avec un manichéisme très fort. C'est possible encore dans la société actuelle? À la télévision, c'est impossible. Voilà. Mais bon, ça, on le sait. Pourquoi? Parce que d'abord, la télévision, c'est aussi une industrie de divertissement. Ça fait son travail. Je ne dis pas que ça ne fait pas, ça fait une partie du travail, mais il y a un tel dispositif de visibilité, de spectacle, qui fait que, bien évidemment, toute parole est dénaturée, et avant même qu'on vous invite à la télévision, on vous dit c'est pour ou c'est contre. Voilà. Alors quand vous dites, mais attendez, moi, c'est pas mon problème, je suis professeur, j'ai même j'ai d'une certaine manière un devoir de réserve par rapport à ça. Ne pas vous engager, vous, personnellement. Voilà, c'est pas l'enjeu, parce qu'à partir du moment où vous vous engagez, votre opinion prend la place sur tout. Moi, mon travail, c'était plutôt de faire une cartographie, d'essayer d'expliquer. Et de laisser le peuple faire ça, de choisir ce qu'il a à choisir. Bon, ça c'est impossible à la télévision, mais c'est pas grave. Il y a d'autres lieux. C'est quoi les CEDAC? C'est des colloques? C'est le net? C'est des colloques, c'est le net qui permet d'avoir des poches comme ça, des espèces d'insularité où tout d'un coup on peut affiner quelque chose. C'est bien évidemment l'université quand même si parfois c'est un petit peu chaud. Mais il est clair, si vous voulez, qu'une classe, une classe c'est 60 élèves. Bon, à 60 élèves, tout va bien. Et un modérateur et un régulateur, qui connaît le sujet, qui n'est pas partisan. Tout à fait. Et voilà. Avec un régulateur. Et qui a de l'autorité du professeur. Et qui a effectivement aussi, à un moment donné, on en parlait ce matin, ce phénomène d'asymétrie, qui font que tout d'un coup, il y a aussi un respect de la parole, du silence, on expose des faits, etc. Bon. Mais c'est possible, voilà. Donc je crois que le travail, il est aussi pour tous ceux qui militent pour essayer de faire avancer le débat de façon pédagogique, d'inventer des nouveaux lieux de débat. Et Dieu sait si aujourd'hui, non seulement, on peut les inventer, deux, ça coûte pas trop cher parce que tout le monde est à la rue financièrement, donc tout le monde est d'accord pour penser, on va dire, la société du coût marginal zéro, comme dirait notre ami Rifkin. Et puis après, en plus, il y a des outils de diffusion de ce qui se passe là. Donc il faut investir ces nouveaux modes de régulation. Les journalistes, ils peuvent être encore les animateurs de ces débats-là. Elle a dit pas à la télévision, la presse écrite et son avenir pose question. Ça peut se faire effectivement sur le net. Est-ce que les journalistes, ils n'ont pas le même devoir que les enseignants, c'est-à-dire de ne pas prendre parti justement pour ou contre? Ou au contraire, il faut des journalistes engagés? Elle a répondu, non. Si ça ne se passe pas, c'est qu'ils ne le font pas, et s'ils ne le font pas, c'est que le système ne leur permet pas de le faire. Hein. Sur le courage, vous vouliez donner une... non, sur le courage, parce que tout à l'heure, quand vous vous êtes présenté, j'ai interrompu, mais j'avais pas de micro, j'ai dit, vous avez oublié qu'il avait chanté... Non, je l'avais cité quand même. Mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a une idée comme ça du courage. Par exemple, vous êtes un petit gringalet et vous attaquez un gros mec. Ça va. C'est vachement courageux.
Non, c'est pas courageux, c'est con. C'est très différent. Ce que je veux dire, c'est une espèce de pulsion absurde, c'est pas réfléchi, c'est pas le courage. Vous chantez à l'Assemblée, ce qu'on n'a jamais fait. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Est-ce que vous imaginez ce que ça représente de combat contre soi, de combat contre sa propre trouille, de combat contre pire, je vais être ridicule. Le plus grand courage, c'est peut-être quelquefois d'accepter de risquer d'être ridicule. De combat contre le quant à soi. Qu'est-ce qu'ils vont penser mes collègues? Qu'est-ce qu'ils vont penser, y compris dans mon propre rang? Là, vous avez vraiment le courage. Après, on peut juger est-ce qu'il a eu raison de chanter ou pas. Il se trouve qu'il a du pot et qu'il chante bien. Mais vous imaginez en plus s'il chantait mal. Ne le dites pas trop, là, parce ça qu'il serait va un entonner, courage hein, ouais. considérable. Non, parce que s'il le faisait maintenant, ce serait moins courageux. C'est ça. Parce qu'on l'adresse. Mais là, c'est... Pourquoi je dis ça? Je trouve, par exemple, qu'un acte de courage, quand on est prof, dans certaines classes, je vous jure qu'aller se présenter chaque jour devant la classe, c'est un vrai acte de courage. Moi, j'ai eu des actes de courage comme tout le monde. Pas tout le monde. Quelqu'un qui est toujours courageux, c'est également un con. C'est absurde d'être toujours courageux. Il faut de la lâcheté d'ailleurs pour être courageux, parce que le courage, il faut le juger par rapport à son contraire. Donc si on n'a pas la possibilité de lâcheté, on n'a pas la possibilité du courage. Donc, moi, j'ai été courageux quelquefois dans ma vie. En revanche, j'étais prof. Et j'ai fui. J'ai été journaliste par lâcheté. Parce que j'ai fui j'étais jeune aussi, etc., le milieu de journaliste. Quand j'étais grand reporter, j'ai couvert des guerres. Vous avez des actes, par exemple, je sais pas, il y a quelques fois, fallait accéder à quelque chose, à un lieu, et vous aviez un barrage de militaires, de flics. Il m'est arrivé tout à coup, dans la passion, dans la violence, de foncer sur le barrage. Et c'était pas courageux. C'était une espèce de folie, de passion, d'inconscient. Il m'est arrivé d'autres fois de prendre un risque énorme, y compris de mort. Mais pourquoi? Pour faire un scoop. Pour avoir une exclusivité. C'était un calcul quelque part dans ma tête. Un calcul risque en truc. C'était pas un acte de courage. Le courage, le vrai acte de courage, c'est le truc froid. C'est le truc lucide. C'est quelque chose où vous décrochez par rapport à vos amarres, où tout à coup vous décrochez par rapport à votre milieu, à votre caste, à votre entourage, au ridicule, comme je le disais tout à l'heure. C'est l'acte de Zola. Quand Zola fait le J'accuse, iront avec ses amis naturalistes, iront avec le Figaro dans lequel il écrit, iront à l'Académie française où il voulait rentrer. Pourquoi? Pour un problème de conscience. En vérité, le courage, ça renvoie à la conscience. Ça renvoie qu'à ça. Au nom de ma conscience, tout à coup, ben oui, c'est fou, voilà, je vais le payer, etc. Je fais le faire. Moi, j'ai l'exemple dans l'histoire d'un acte de courage inouï, historique. On pourrait en citer beaucoup comme ça, d'ailleurs. Pas ceux qu'on croit, hein. D'ailleurs, un boulevard Blanqui à Paris, c'était un révolutionnaire, il faisait la révolution tous les 15 jours, etc. C'est son métier. Qu'est-ce que je suis? Je suis courageux, je fais la... Non, le courage par métier, c'est pas un courage. La révolution par métier, la rébellion par métier, c'est pas une rébellion. En revanche, le président du Sénat, de centre-droit, conformiste, etc., qui, parce que il découvre qu'en effet, Dreyfus est sans doute innocent, tue sa carrière, totalement sa carrière, parce que par rapport à sa conscience, il ne peut pas se taire sur Dreyfus. Et l'acte dont je voulais dire, je finirai par là, De Gaulle. C'est très peu connu. Après 40, l'armistice, etc., De Gaulle à Londres, Churchill donne l'ordre à la marine anglaise d'arraisonner la marine française qui est à Toulon, je crois, non, à Mers-el-Kébir, pardon, qui est à Mers-el-Kébir, parce qu'elle passe dans le camp allié. Finalement, ils étaient alliés 3 semaines avant, passés dans le camp allié, ou alors accepter qu'on vous désarme pour ne pas aller avec les Allemands. Le mec, l'amiral, il refuse tout. Donc Churchill donne l'ordre de tirer et de couler la flotte française. Et il y a, je me souviens plus de chiffres, je crois 2000 morts français. 2000 morts français. Ça provoque, mais un soulèvement dans toute la France. Même les gens qui vont être résistants, qui vont s'engager, etc., quelle indigne, quelle trahison, c'est horrible, etc. De Gaulle est confronté à ça. De Gaulle, l'homme de la résistance.
Le nationaliste par excellence, le type qui vit la France, qui est la France. Le type qui n'a jamais pu dire « les Français sont des veaux ». C'est pas vrai qu'il est le seul à croire à la France quand elle est au fond du couteau. Et De Gaulle, sachant ce que ça va être, sachant que ça va être horrible, que ça va être une campagne effroyable contre lui, qu'il va perdre ses amis, qu'il va perdre pour un temps ses meilleurs soutiens, froidement, comprenant que Churchill a eu raison, compte tenu de l'avenir, compte tenu du risque, il soutient l'action de Churchill à Mers-el-Kébir. Eh bien, c'est un courage absolument inouï et froid, et c'est vraiment ça, quelque part, le courage. Jean-François Kahn, merci beaucoup. Merci à tous les 5. On vous applaudit très fort pour ces expressions. On a abordé bien des courages. Ne partez pas. Ne partez pas. Il nous en reste un qu'on va aborder maintenant. On va l'aborder d'une façon, vous allez le voir, un petit peu inhabituelle. C'est le courage de l'entrepreneur. Est-ce que les entrepreneurs ont besoin de courage? Eh bien, on va tout de suite entendre la réponse de monsieur Jean-Luc Chauvin, le président de l'UPE 13. Jean-Luc Chauvin.